L'Islande est un pays aussi peuplé que le département des Vosges, dont 70% de la surface est inhabitable et dont les paysages de feu et de glace semblent largement préservés de l'action humaine. C'est aussi le seul pays du monde où 100% de l'électricité est produite de manière renouvelable et c'est une île située près du cercle arctique à des centaines de kilomètres des plus proches terres habitées. Pour toutes ces raisons, l'Islande est souvent perçue comme un pays écolo où la nature est reine et comme une île un peu coupée du monde à l'écart des tensions géopolitiques. Pourtant, la réalité est assez différente. Malgré son énergie renouvelable, l'Islande est le pays d'Europe qui émet le plus de CO2 par habitant. Ensuite, même si elle est peu peuplée et compte en moyenne 3 habitants par kilomètre carré, ses écosystèmes naturels sont menacés. Et enfin, même si l'Islande est relativement isolée, l'île attire les convoitises de grandes puissances comme la Chine ou Google. Alors, comment expliquer ces paradoxes ? Je vous propose de partir en Islande pour le découvrir. Vous allez voir que ce pays n'est pas forcément tel que vous vous l'imaginez. Premier paradoxe, 100% d'électricité renouvelable, mais de fortes émissions de CO2. En Islande, l'électricité est 100% renouvelable. Elle est produite à 70% par la géothermie et à 30% par l'hydraulique. C'est plutôt logique, hein. Depuis les chocs pétroliers, l'Islande cherche à produire sa propre énergie en tirant parti de ses très nombreux fleuves et de son intense activité volcanique. Elle compte 130 volcans actifs et se trouve à cheval sur 2 plaques tectoniques. Pas mal. Pourtant, en Islande, les émissions de CO2 par habitant sont les plus élevées d'Europe. Alors, pourquoi ? Dit comme ça semble une vraie énigme. Mais pourtant, il y a plusieurs explications. Notamment le fait que les Islandais doivent importer leurs biens de consommation et la place de l'avion dans les liaisons internes. L'Islande ne compte aucune gare, mais 98 aéroports et aérodromes, quand même. Mais la principale cause de ce paradoxe est plus surprenante. En fait, la quantité d'électricité produite en Islande dépasse largement les besoins de ses habitants. Ça se comprend, hein, vu que l'Islande est à peu près aussi peuplée que le département des Vosges. Le problème, c'est que ce surplus d'électricité ne peut pas être exporté, car l'île se trouve à des kilomètres des terres habitées les plus proches et qu'on ne sait pas encore stocker l'électricité renouvelable. Depuis les années 60, le gouvernement cherche donc à attirer en Islande les industries fortement consommatrices d'énergie, comme par exemple les usines de production d'aluminium ou les data centers, qui sont ces grands centres où se trouvent les serveurs qui stockent des données informatiques. Et ça a fonctionné. Plusieurs industries, souvent lourdes et polluantes, se sont installées en Islande, motivées donc par les incitations fiscales du gouvernement et par la possibilité d'avoir accès à une électricité peu chère et soi-disant propre. Ce qui est bon pour l'image, hein, toujours. Et ce sont ces industries qui vont émettre pas mal de CO2. Pour vous faire une idée de l'ampleur du phénomène, en 2016, le secteur industriel représentait 85% de la consommation énergétique de l'Islande, contre 5% pour les ménages. Et c'est pour ça qu'indirectement, l'électricité renouvelable, utilisée par des industries lourdes polluantes, entraîne de fortes émissions de CO2. L'Islande cache aussi un second paradoxe. Alors que la nature peut sembler régner en maître, elle est en fait de plus en plus menacée. Pourquoi ? Eh bien, en partie du fait de l'arrivée massive de data centers et d'industries énergivores. Alors, certes, les data centers peuvent refroidir leurs serveurs grâce à l'air frais extérieur, plutôt qu'avec des systèmes de climatisation très énergivores, mais ils restent très consommateurs d'électricité. Du coup, en plus d'endommager les écosystèmes, l'implantation de data centers et d'industries lourdes motive la construction de nouveaux barrages hydroélectriques et de nouvelles usines géothermiques, constructions qui, elles aussi, vont détruire les paysages naturels. Un exemple parmi beaucoup d'autres pour illustrer ce phénomène, c'est celui de la construction du barrage Karanjukal, le plus grand barrage hydroélectrique d'Europe. Il a été mis en place pour fournir de l'électricité à bas coût à une fonderie d'aluminium américaine, et sa construction a nécessité de détourner une rivière glaciaire
ce qui a altéré tout un écosystème, détruit des centaines de cascades, ennoyé des formations géologiques uniques et réduit la population de poissons et de rennes, tout ça au cœur d'un des derniers espaces de nature sauvage d'Europe. Bref, en Islande, l'énergie renouvelable est un peu devenue un cadeau empoisonné. Plus l'Islande produit d'électricité renouvelable, plus elle est dépendante des industries lourdes. Mais rassurez-vous, les Islandais sont conscients du problème. Le gouvernement écolo s'est fixé pour objectif une neutralité carbone pour l'Islande en 2040, soit 10 ans avant l'Union européenne, et les Islandais se sont mobilisés massivement pour préserver les paysages, qui ont aussi une dimension symbolique et sont constitutifs de leur identité nationale. Je vous mets en description quelques liens vers plusieurs initiatives super inspirantes qui ont été menées par les Islandais. Reste un dernier paradoxe à expliciter. Même si l'Islande semble perdue au nord de l'Atlantique et un peu à l'écart des tensions géopolitiques, elle pourrait aujourd'hui devenir un territoire convoité, disputé par plusieurs pays et investisseurs, dont la Chine. Alors, qu'a donc l'Islande de si précieux, outre son électricité peu chère, ses sagas et ses paysages grandioses? Réponse, sa situation géographique. L'Islande se trouve en effet dans la région arctique, qui est un territoire de plus en plus stratégique, du fait notamment de ses ressources. L'Arctique pourrait abriter 13% des réserves de pétrole et 30% du gaz naturel non découvert, et des nouvelles routes maritimes qui s'ouvrent en Arctique avec la fonte des glaces, et qui permettent notamment de passer de l'Europe à l'Asie plus rapidement, sans faire de détour par les canaux de Suez ou Panama. L'Islande intéresse donc beaucoup Pékin, qui souhaite y construire des ports pouvant accueillir les navires commerciaux chinois qui emprunteront la route de l'Arctique. La Chine veut aussi exploiter un gisement de pétrole en mer d'Islande, et pour asseoir sa position dans cette région désormais stratégique, elle a signé en 2013 un accord de libre-échange avec l'Islande, ainsi qu'un traité de coopération arctique. Mais ces avancées ne plaisent pas vraiment aux États-Unis, qui cherchent pour contrecarrer Pékin à renforcer leur présence en Islande en envoyant notamment des avions de patrouille maritime sur leur ancienne base militaire de Keflavik. Bref, malgré les apparences, l'Islande est finalement un territoire géopolitique, un espace où s'affrontent plusieurs acteurs aux intérêts différents. Les industriels attirés par l'électricité bon marché, les pays qui veulent se positionner dans la région stratégique qu'est l'Arctique, et les habitants et défenseurs de l'environnement qui se battent pour préserver leur pays. Finalement, il semble qu'on soit en Islande face à une alternative. Va-t-on privilégier les intérêts économiques au détriment des écosystèmes uniques et des Islandais qui voient leur lieu de vie défiguré, ou bien continuer à exploiter les ressources naturelles de l'Islande, mais de manière plus durable et au profit de l'environnement, comme le souhaitent ceux qui développent des projets pour recycler du plastique grâce à la géothermie ou stocker du CO2 dans le sol. Bon, affaire à suivre donc, mais au-delà de ça, le cas de l'Islande pose beaucoup de questions plus générales, notamment sur la relation au paysage naturel, sur les limites de l'électricité renouvelable ou sur l'opposition nature-progrès. Bref, il y a de quoi réfléchir, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les sources en description, il y a plein de choses très inspirantes, notamment l'article paru dans Géoconfluence sur le barrage, et le documentaire Dreamland. Je vous laisse voir tout ça. En attendant, perdez pas le nord.